Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonjour à tous, bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis plus de 20 ans. Pour cette édition qui sera consacrée à la review de la série animée The Bad Batch pour les épisodes 11 à 13. Donc moi je suis Aude, enchantée pour ceux qui me connaissent pas encore, et je suis accompagnée des gentlemen suivants ce soir. Sylvain, bonsoir Sylvain. Bonsoir à tous. Francis au Québec, bonsoir Francis. Bonsoir messieurs et mesdames. Eh bien, bonsoir aussi. Avec un pseudo Lord of Râleur qui signifie quoi, finalement ? C'est un... Alors, ça va faire partie des prochaines émissions dont tu vas parler, dont on parlera en fin d'émission. Nous avons eu un petit débat. Et donc, j'avais dit que la prochaine fois que je ferai une émission, je changerai mon pseudo. Eh bien, je l'ai fait. Ça te met bien en valeur, c'est super. Du coup, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Je vous fais un petit rappel que Star Wars en direct, on a également une boutique. Vous pouvez montrer vos couleurs et les nôtres et soutenir le podcast. Vous pouvez vous procurer des t-shirts et des produits dérivés, des produits à l'image de Star Wars en direct, mais également des designs originaux réalisés par notre suprême leader, Dany. Et voilà, on voit ici Malgus qui porte un magnifique t-shirt. On va faire un petit WhatsApp avant de commencer l'émission du jour sur la Bad Batch. Donc, qui veut commencer son petit WhatsApp ? Vas-y, Francis. Non, je t'ai grillé la priorité parce que personne ne voulait y aller. J'ai pas grand-chose en fait, surtout du WhatsApp littérature avec les sorties Panini et Pocket. Donc je suis sur quoi j'ai toujours pas fini Leia princesse d'Alderaan, mais je suis en même temps sur la novélisation de l'ascension de Skywalker et sur Poe Dameron chute libre. Donc ça occupe pas mal, mais sinon c'est à peu près tout. Puis évidemment ce dont on va parler aujourd'hui avec les épisodes de Bad Batch, mais c'est encore très très calme en Star Wars en ce milieu d'année. Francis, par exemple. Moi, là, effectivement, moi et Loïc, on a enregistré des émissions comics récemment, et ça tombe bien que Loïc, tu sois là. Je vais pouvoir te dire en direct un grand merci parce que j'ai reçu en livraison par bateau ces 2 albums de collection, dans le fond, les éditions signatures de Panini qui ne sont disponibles que sur la boutique de Panini. Mais ils sont super, oui, je les trouve super. Et la boutique de Panini n'exporte pas, donc n'envoie pas outre-Atlantique. En fait, je crois que c'est vraiment juste l'Europe et peut-être même pas tous les pays d'Europe. Donc, il a fallu que je demande à un ami, Loïc, de servir de prête-nom, on va dire ça comme ça. Ah ouais, exactement. Donc c'est vraiment, pour pas, je crois que c'est peut-être 5 € de plus ou 4 € de plus l'album que le prix régulier là, des albums normaux. Sinon, le reste, c'est pareil. Là, à l'intérieur, il n'y a pas de page supplémentaire, pas de bonus. De texte, de bonus. Ça, c'est un peu dommage. Mais n'empêche, c'est des couvertures exclusives avec signature du dessinateur et un petit sceau. Là, je pense pas qu'on le voit à la caméra, mais il y a une espèce de sceau étampé. Non, on le voit pas trop, non. Et voilà, c'est ça. Moi, je les trouve magnifiques. Surtout la rouge, en fait, je trouve que ça ferait une affiche magnifique. Voilà, donc merci beaucoup. Et on ne doit pas être beaucoup de monde au Québec qui ont reçu ces exemplaires-là, donc je me trouve d'autant plus chanceux. Et je vous raconte pas la pression au moment de les envoyer pour être sûr que Francis les reçoive non abîmés et en un seul morceau. Ah oui, Loïc m'a empaqueté ça là, comme un pro. Si c'est toi qui pouvais t'occuper de l'expédition chez mes différents libraires, là, ça serait très apprécié. Mais voilà, c'est pas mal ça pour ce qui est du WhatsApp Star Wars. Allez, mon petit Sylvain. Pour moi, j'ai continué les Black Series. Donc j'ai récupéré celle-là, ce Luke Ceremony. J'ai profité d'une c'est cool. Il
Et la boîte utilise la couverture du premier Star Wars Marvel, là, de 2015. Ouais, 2014. Tout le boîtier, même l'arrière, je le trouve très cool. Et puis les accessoires, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment très sympa. C'est ma dernière. Bon, c'est un peu dommage, de temps en temps, il y a un petit accessoire qui est maintenu par un scotch, ça fait assez moche. Mais franchement, c'est un très beau boîtier. Je trouve dommage, tu vois, qu'ils aient pas repris ce principe-là pour cette collection. Tu vois, où c'est des personnages qui viennent aussi des comics, et où c'est simplement une espèce de pochette cartonnée qu'ils ont mis par-dessus une boîte normale. Et quand tu vois les deux, en fait, hop là, et tu te dis que ça aurait eu quand même une autre gueule avec une boîte de cet acabit-là. C'est tout pour les nouveautés Star Wars. Sinon, après, hélas, Sushi, maintenant j'ai Maki. Donc un petit mâle chat qui, vous le verrez peut-être passer par la caméra derrière moi, ou miauler. Il a un autre type de miaulement, mais voilà. Et puis parce que Sushi maintenant c'est Maki, et faites pas chier. Mais ça va devenir un nouvel habitué des émissions. C'est ça. Il est encore un petit peu sauvage parce qu'il a 3 mois, mais ça va. Par contre, je voudrais revenir sur ton WhatsApp, Francis. Donc, si je comprends bien, ton ami, c'est Loïc. Oui, c'est ça, mais il faut pas que tu le prennes personnel, c'est le nom. Allez, on enchaîne. Eh ben, en tout cas, bienvenue à Maki parmi nous. Francis, tu as un très bon ami, les éditions sont très jolies, et bravo à l'ami en question pour l'envoi. Parce que c'est con sinon que vous puissiez pas les avoir, c'est vrai que c'est dommage. J'imagine la pression au moment d'écrire l'adresse aussi, en plus de l'emballage. Pourvu que je me trompe pas. Ouais, non, je me suis assuré d'être sûr que Francis reçoive bien, mais que ce soit par l'adresse mail, pour le traçage et tout. Non, tout. Vraiment... Tout. Les coordonnées GPS de la maison, tout. Exactement. Moi, j'ai pas un WhatsApp très, très conséquent parce que je suis toujours dans la lecture de Battlefront, l'Escouade Inferno, que j'ai pas encore fini. Tu as parlé de la novélisation de l'Ascension Skywalker. Ça fait partie des nombreuses choses que j'ai entamées et jamais finies. Ah, alors pourquoi ? Parce que ça me faisait chier, parce qu'il se passait rien de plus que dans le film. Ouais, c'est vrai. Et parce que je crois que définitivement, je suis pas une adepte de la littérature Star Wars. Définitivement. Alors, lis peut-être du Légende. Je suis sûr que tu y accrocheras beaucoup plus facilement. Ouais, peut-être. Lis Étoile perdue. Faut au moins que tu lises Étoile perdue. Oui, il faudrait que je lise ça c'est clair. T'as évoqué Léa, princesse d'Alderaan. J'ai écouté un podcast qui n'était pas de Star Wars en direct, mais qui m'a donné bien envie de le lire. Donc il faudrait que je m'y mette. Et sinon, qu'est-ce que j'avais noté ? Oui, j'ai toujours pas fini non plus la BD sur Kanan parce que je la lis au compte-gouttes avec mon fils. Mais je me suis fait la remarque l'autre jour que, je sais pas si je vais spoiler un petit peu pour les gens. En fait, c'est sur la couverture, en tout cas, on voit Kanan et toute adultes et toute l'équipe de Rebels. Donc Hera, Zeb, Sabine, etc. Mais en fait, dans l'histoire, ils sont jamais là. Donc je vais pas dire que je suis déçue qu'ils soient pas là, mais en même temps, bon, il y a Rebels si je veux les voir, mais c'est vendu un petit peu bizarrement aussi. Tout se passe en flashback. Moi, ça me plaît bien parce que j'aime bien apprendre des choses sur sa jeunesse, son enfance et voir des choses sur son maître d'épée Bilaba. Finalement, ça m'intéresse. Mais mon fils est toujours un petit peu déçu à chaque fois qu'on est en flashback. Il dit non, mais moi j'en ai marre que ça revienne dans son passé. Bah oui, mais c'est ce qui fait son avenir aussi. Donc il y a un petit côté au présent vers la fin de la série, je crois. Ah ben, on y est pas encore. C'est vrai que la couverture est trompeuse et c'est l'effet Vador, hein, l'effet Vador dont on a parlé dans des précédentes émissions de littérature. Pour vendre, là c'était le tout de mettre toute l'équipe pour essayer d'attirer des personnes qui viendraient à cette série grâce à Rebels. Ouais. Ouais, faut dire, il y a quand même, pour les gens qui lisent pas les comics, là, en général, faut mentionner le fait que c'est très, très, très fréquent que les couvertures ont pas grand-chose à voir avec l'intérieur du comics. Et évidemment, comme Loïc dit, c'est une question marketing, souvent. Hein. Et c'est pas réservé à Star Wars, d'ailleurs. Hein.
Non, mais même les couvertures de romans, il y a certaines couvertures de romans Star Wars que tout le long du roman, on se dit, à un moment donné, on va voir ce qu'il y avait sur la couverture, mais non. Non. Bon. Ouais, c'est voilà. vrai. C'était juste un petit point comme ça. C'est pas gênant parce que ce que ça raconte, ça me plaît quand même, mais la dernière fois, je me suis dit, quand même, en fait, on les voit jamais, quoi, toute l'équipe de Rebels. Je pensais qu'on allait en apprendre peut-être un petit peu plus sur leurs relations, sur leur rencontre. Bon, après, peut-être que ça va venir. Mais bon, voilà, c'est tout. C'était tout. Pour ça, Aude, il y a un roman. Ouais, j'adore, en plus, j'adore lire du Star Wars. C'est ça. J'adore. Hier, on m'a parlé de la bande-annonce du film Dune qui va sortir. Et quelqu'un me dit, oh là là, mais il faut que tu lises des livres d'abord. Oh non, mais attends, j'ai déjà une pile comme ça Star Wars à lire. Je pense que j'arriverai encore mieux à relire Le Seigneur des Anneaux d'abord, quoi. Non, mais le film, si j'ai bien compris, c'est juste la première moitié du premier livre. Donc, pas besoin de taper la saga au complet. On n'est pas sorti des ronces. Ouais, c'est ça. Et j'aimerais bien lire The Witcher aussi, par exemple, mais il y a trop de trucs en fait. Faut que je sois en retraite, donc je vais prendre ma retraite bientôt. C'est prévu. Excellent. Bon, alors, les émissions récentes de Star Wars en direct, qu'est-ce qu'on avait dans l'ordre, je reprends ma petite liste. Donc, Loïc a fait une émission Star Wars littérature avec donc Francis, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Oui, c'est ça. Et avec Tom. Oui, on a chroniqué le premier volume de la nouvelle série Star Wars qui reprend après les événements de l'Empire contre-attaque. D'accord. Donc Dark Vador avec un nom, Vador, le cœur sombre des Sith, c'est ça? C'est ça. Non, c'est ça. Oui, parce que je me suis trompé en plus de volume. Et oui. Donc c'était du Star Wars littérature. Oui. Ensuite, nous, on avait eu avec Sylvain l'émission sur Bad Batch, les épisodes 6 à 10, qu'on avait appelé Génétique en prime, puisque tout tournait beaucoup autour d'Omega et de son patrimoine génétique et des Kaminoans. Et il y a aussi une émission Gamers, Tales from the Galaxy's Age. Voilà, c'était nos 3 dernières émissions. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on peut passer en hyperespace et attaquer dans le vif du sujet de notre Bad Batch adoré qui nous réunit aujourd'hui. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors vous êtes tous hyper heureux d'être là pour la review de Bad Batch, bien sûr. Évidemment. Oui. Alors normalement, on aurait dû aussi avoir Tom avec nous. Finalement, il s'est désisté par rapport à son agenda, donc oui, il nous a fait une petite vidéo pour nous expliquer son ressenti. On vous la passera à un moment plutôt vers la fin de l'émission, a priori. Nous, on va vous donner notre ressenti à nous. Donc pour les âmes sensibles, sachez que généralement, Sylvain et moi, on n'est pas hyper tendres. On a heureusement Loïc qui défend ça avec tout son cœur. Ferveur et dévotion. Avec ferveur. Et Francis, je ne sais pas comment tu te positionnes par rapport à Bad Batch. Ben justement, ça sera la surprise de l'émission. Oh, quelle surprise. Ce sera là. C'est ça. Donc là, on va couvrir les épisodes 11 à 13. Donc on avait l'épisode 11 et 12 qui se passaient sur Ryloth. Et l'épisode 13 de vendredi, là, avant-hier, qui se passait autour de Sid, la dame, la Trandoshan de la cantina, qui leur sert de QG depuis quelques épisodes. La madame de la cantina. La madame, voilà, de la cantine, exactement. Donc, est-ce qu'on peut peut-être commencer par tes récaps, Sylvain, de légende? Oui, c'est ça, mes récaps de légende. On va commencer par ça avant que je m'endorme. J'ai une grosse journée de boulot et ça commence à piquer les yeux, hein. Alors, l'épisode 11 qui s'appelle le Pacte avec le diable en français et dans la langue de nos amis, pas caribou, mais nos amis fans de Texas et de AR-15, Devil's Dead. Donc, tout se passe sur la planète Ryloth, la planète des Twi'lek. La tension monte un tout petit peu entre les citoyens qui ont un tentacule qui commencent à en avoir ras-le-bol de l'arrivée de l'Empire, qui sont là depuis à peu près 2 minutes 30, parce que surtout l'Empire s'amuse à installer une nouvelle raffinerie qui est totalement interdite à tout ce qui ne porte pas une armure de Stormtrooper. Donc notre amiral Rampart demande au sénateur Onfrita
On dirait un nom un nom de frites. On va l'appeler Monsieur Frites. Qu'on a vu déjà précédemment dans ce Clone Wars, qui est le sénateur de la planète, et le général Cham Syndulla, héros de guerre côté Twi'lek et papa de Hera, d'afficher publiquement leur soutien à l'Empire, à la raffinerie, le tout avec la main sur le cœur, et surtout en se rappelant qu'il y a une arme chargée pas loin de leur temps. L'amiral Rampart, est interloqué parce qu'il ne voit pas la petite Hera, et il trouve ça bizarre. Eh bien, la petite Hera, avec son ami et droïde Chopper, vous allez voir qu'on va apprendre incessamment sous peu que c'est elle qui a créé Chopper, est partie en mission de reconnaissance auprès de la raffinerie pour voir ce qui s'y passe. Mais une gamine adolescente vert fluo au milieu du désert pour espionner discrètement, c'est pas top. Elle se fait rapidement gauler par les troopers et ramenée par notre nouveau clone chouchou, le capitaine Hauser. On va l'appeler comme ça parce que vu le nombre de voyelles qu'il y a dans son nom, je ne veux pas m'enquiquiner plus loin. Il la ramène donc au général Cham et on apprend assez vite qu'en fait c'est tonton Hera, le frère donc de Cham, Gobi Gli, qui lui est très hostile à l'Empire, qui a demandé à sa nièce d'aller espionner sur place. Tout simplement parce qu'il n'est pas content que son frangin soit si passif face à l'Empire. Assez rapidement, Hera, et après une petite engueulade par ses parents, elle retrouve tonton et tous ensemble, ils vont sur une lune de Rylot récupérer des armes fournies par la Bad Batch. À cette occasion, Hera fait la connaissance d'Omega, elle sympathise et tout le monde repart dans ses pénates. Sauf que sur le voyage du retour, Gobi, il est bien énervé contre l'Empire, mais il s'est pas rendu compte que l'Empire sait absolument tout ce qu'il fait, parce qu'il est espionné et leur navette est attaquée par Crosshair et ses hommes. Ils finissent donc arrêtés. Et à la demande du sénateur Fritala, Rampart ramène les rebelles en prison, tout en laissant les propres hommes de Gobi s'échapper pour que Cham puisse être prévenu du sort qui arrive à sa fille et à son frangin. Vous sentez le piège venir, vous inquiétez pas, nous aussi. Donc Cham attaque le convoi de prisonniers et comme dans le convoi il y a aussi le sénateur, Cham montre sa désapprobation au sénateur et dit qu'il est à ça de l'abattre à cause de sa trahison et de tout ce qu'il fait de mal au Twi'lek et à Rylot. Il est arrêté dans son geste par sa femme, qui a un magnifique accent français, mais tout est bien qui finit bien, son geste est arrêté, et alors que tout le monde part, l'amiral Rampart sort un as de sa manche, ou plutôt un sniper de sa manche. Crosshair met un tir de laser en pleine tête à l'amiral, au sénateur. Tout le monde est arrêté. Le sénateur est en assez mauvais état et Rampart fait porter le chapeau à Cham et toute sa clique. Seule Hera, parce que c'est une gamine de 12 ans et demi, et que bien entendu des clones surentraînés sont incapables d'arrêter une gamine de 12 ans et demi, elle arrive à s'échapper. Fin de l'épisode 11, Pacte avec le diable. Voilà. Et on s'enchaîne directement avec l'épisode 12, Sauvetage sur Rylot, intitulé en VO
Rescue on Rylot, qui se termine là où ça a commencé. L'amiral Rampart fait avoir ses prisonniers en prison dans sa cellule pour à la fois se moquer, montrer sa supériorité et demander où est Hera, parce que vous comprenez, hein, l'Empire il est très très inquiet d'une petite fille de 12 ans et demi. Sauf que Cham et... j'ai oublié le nom de la mère. Je sais plus comment elle s'appelle. Maman. Pareil. Papa et maman. La mère d'Hera. C'est ça. Papa et maman, comme ceux dont bons parents, ne balancent pas leur fille, et donc Rampart repart. Ah oui, il fallait que je la fasse un moment. Le capitaine Mother, qui est un clone officier, là un peu mauvaise, et ne comprend pas trop les agissements de Rampart et les agissements de ses frères clones. Il vient faire amende honorable auprès des parents qui ne croient pas et le renvoie dans ses penates un peu tout penaud. Hera arrive à contacter Omega qui demande à la Bad Batch d'aller sauver ses parents. Hunter, notre Rambo national, est pas très joyeux à l'idée, mais avec les yeux doux d'Omega, il arrive à ramener toute la petite troupe sur Rylot. Et bien entendu, comme ce sont des forces spéciales, ils ont besoin que le plan d'évasion soit fait par deux gamines de 12 ans. Ah bah, gros, hein. En espionnant, en faisant de la reconnaissance, la Bad Batch la Bad Batch fatigue. La Bad Batch se rend compte que Crosshair et ses troupes sont dans le coin, mais hélas, ils sont eux-mêmes repérés par les troupes de l'Empire et surtout un droïde sonde, qui passait par là. Alors qu'ils préfèrent renoncer à cause des risques encourus, Omega met au point le plan d'évacuation. Je répète, une gamine de 10 ans met au point le plan d'évacuation qui va être exécuté par des forces spéciales. Donc, l'équipe se divise en deux, Omega, Hera, Tech et Wrecker, pour faire une diversion en attaquant la raffinerie, pendant que Hunter et l'homme tournevis, Echo, vont directement au Capitole libérer Cham et tout le reste de l'équipe. C'est le chat. Pour faire diversion, Hera ne trouve rien d'autre parce que vous savez, hein, elle aime piloter, donc elle récupère une navette pour tirer à peu près partout dans la raffinerie et faire péter des générateurs permettant à Wrecker et Tech d'attaquer, mais Crosshair, comme il faut pas lui le faire, se rend compte que c'est une diversion et préfère rester au Capitole, attendre gentiment que ses anciens coéquipiers montent le bout de leur nez pour leur en mettre une entre les deux yeux. Hunter et Echo arrivent à évacuer les prisonniers, mais ils sont rejoints devant la porte par le capitaine Other, qui les prévient que derrière la porte, il y a toute une petite troupe de soldats qui sont prêts à les accueillir à blaster ouvert. Other s'excuse auprès de Syndulla de ne pas avoir réagi plus tôt et décide de rester à la fois pour essayer de convaincre certains de ses frères de poser les armes et de permettre aux autres de se barrer par la porte de derrière qui n'est pas gardée. La petite escouade utilise une navette de feu sénateur Ta pour se barrer. Et Other, qui sort par la porte principale, arrive à faire déposer les armes à certains de ses frères. Mais hélas, pas tous. Non, j'ai rien. Mais hélas, pas tous, se fait arrêter. Les autres, ceux qui ont lâché les armes, se font aussi arrêter pour trahison.
Et la petite troupe décide de se barrer avec la navette. Crosshair a beau essayer de tirer sur la navette, il n'arrive pas à la battre. C'est bien la première fois qu'il n'arrive pas à battre un truc, celui-là. Le sauvetage est une réussite. Les deux équipes n'en font plus qu'une. Hera retrouve ses parents, Yukaidi, Yukaida. Tout le monde, il est gentil. Tout le monde, il est content. Tout le monde peut se barrer de Rylot. Yukaidi, Yukaida. Et là, enfin, il se passe un truc. Rempart, l'amiral Rempart, reconnaît qu'il a peut-être sous-estimé la Bad Batch. Bah, tu m'étonnes, au bout du 12e épisode, ce serait bien qu'il commence à s'en rendre compte. Et il décide d'envoyer Crosshair les traquer personnellement. Fin. Et je vous rappelle qu'on est à la fin de l'épisode 12 et qu'il y a 16 épisodes dans la série. Et maintenant, ça nous amène à l'épisode 13, La Ruche ou Infested, en VO. Et donc là, c'est une mission beaucoup plus calme, ou plutôt la Bad Batch rentre d'une mission, s'amène à la base de Sid et trouve que il n'y a pas Sid. Et ben c'est tout simple, c'est parce qu'elle a été dégagée par Roland Durand. Non, c'est pas une blague, c'est vraiment son nom dans la série. Comment ça s'appelle son espèce déjà? Je crois que c'est un dévodarien. Dévaronien. Voilà. Qui a repris les commandes en virant Sid, en rachetant son boui-boui, en récupérant toutes ses affaires. La Bad Batch trouve ça extrêmement bizarre, décide de se barrer, et en retournant à leur navette, tombe sur Sid, qui explique la situation. C'est que Roland Durand est un fils d'eux, qu'il est né avec une cuillère en argent dans la bouche, que ses parents sont aussi des criminels, et que lui, pour se faire les dents, a décidé de reprendre le business de Sid avec son clan. Elle apprend aussi que pour montrer que Roland est un homme, est un vrai, il a fait un accord avec les Pike, les Piques ou les Pike. Vous savez, les gentils esclavagistes là qu'on a croisés plusieurs fois. Eh bien, c'est tout simplement une bande de criminels gentils tout plein, et donc Roland est en affaire avec eux. Il doit leur vendre des caisses il doit leur trouver des caisses d'épices, et comme ça, il deviendra un grand garçon. Sid, donc, décide d'utiliser la Bad Batch pour reprendre son business, et ils vont passer par les anciennes mines abandonnées sur la planète pour aller dans le bureau de Sid et piquer les caisses d'épices. Comme ça, Roland l'aura dans l'os quand les Pike vont revenir récupérer les caisses. Le voyage aller se passe globalement bien. Les caisses sont volées grâce en plus une petite diversion des loustiques acides. C'est par contre au retour que ça se passe mal, parce qu'il faut savoir que dans ces mines abandonnées, il y a des espèces de grosses bestioles méchantes, pas beaux, qui n'aiment pas la lumière. Vous voyez Pitch Black, vous voyez Riddick, elle est même saloperie, le même principe. C'est le même principe, donc il faut pas faire de bruit, pas faire de lumière. Donc comme ils ont été détectés au voyage de retour, bon voilà, donc les machins se réveillent, la moitié des caisses, non, toutes les caisses sont abandonnées sur le parcours, mais la Bad Batch et Sid sont sains et saufs. Ils retournent dans le bureau, pile au moment où les Piques vont récupérer leur cargaison. Et là, les négociations musclées, comme dirait l'autre, commencent. Alors que les Piques, pour bien se faire comprendre qu'ils sont pas là pour jouer, prennent en otage Roland et Omega, et la Bad Batch se retrouve à retourner dans les galeries toutes sombres, toutes mauvaises, toutes infestées de saloperies de bestioles, pour aller récupérer les caisses d'épices.
ils y vont grâce au vaisseau. Et pendant que Tech nous refait le coup qu'on a dans Blade 2 et des bombes lumière, Sid et Wrecker descendent grâce à des grappins récupérer les caisses. Tout se passe bien jusqu'à la récupération de la caisse numéro 6, où Wrecker... là, non, pour une fois, c'est pas lui qui fait une connerie. Où il y a du bruit, les bestioles sont réveillées, ça commence à paniquer de tous les côtés, Tech balance sa bombe lumière qui disperse les saletés, toutes les caisses sont récupérées, UKD, Yukaida, les Pictes sont contents, il n'y a pas d'otages tués, Roland a une corne en moins suite à la rencontre avec les Pictes, mais il repart avec l'espèce de gros scarabée poilu sous le bras, et Sid a récupéré son boui-boui, et moi je vais pouvoir aller me coucher parce que je suis crevé. Merci Sylvain. De rien. Ah, c'était émouvant encore. Ah ben, ouais, j'en ai une petite larme aux yeux. Sans préparation, sans filet, sans avoir dormi, avec un chat turbulent à côté. Les épisodes 11 et 12, on en a... Coucou Maki. On en a parlé sur le Discord et même entre nous. C'était le grand retour du Philoniverse. Alors je sais pas si vous voulez rentrer pile poil directement dedans ou si on parle. Ah mais moi je vais rentrer pile poil. Moi je vais me faire plaisir. Respire d'abord un petit peu. Attends, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi les univers partagés, les univers construits, j'adore ça. C'est ce que j'aime. Le problème, encore une fois, avec Filoni, c'est que pour moi, il construit un univers, mais en utilisant toujours les mêmes jouets. De série en série, il le refait là. Et moi, avec ces 2 épisodes, donc le 11 et 12, il me ramène Hera gamine, et je m'en fous, mais alors totalement, en fait. Ah, moi aussi. Et à aucun moment, ça m'a intéressé. Peut-être le 12, parce qu'il y avait l'opération Commando, il y avait avec la relation avec le capitaine Hauser et autres, mais alors l'épisode 11, moi j'ai bien aimé le 12, j'ai bien aimé le 12 et l'opération, mais le 11, ouais, je m'en tapais aussi. Juste à la limite, les petits bruits de chopper, ça m'a fait plaisir. Mais non, mais même pas. Moi. En fait, tout le problème, c'est que on m'a vendu une série sur un groupe de clones d'opérations spéciales qui doivent survivre après l'ordre 66, qui sont traqués par l'Empire, machin. Et là, on me fait l'épisode 0 de Hera Syndulla. Je m'en tape. Ils étaient en repos, ils avaient pris une journée off. Oh là là. Je suis pas là pour ça. Et encore une fois, la série, elle est censée faire 16 épisodes. Et bah, a priori, peut-être pas renouvelée. Et j'ai l'impression que The Bad Batch, il y a trop d'épisodes où c'est Filoni fait les épisodes qu'il a pas eu le temps de faire pour The Clone Wars. Ça m'intéresse pas. Bah, Sylvain, on a eu cette discussion en off entre nous, mais The Bad Batch, c'est clairement The Clone Wars saison 8. Oui. D'ailleurs, l'introduction dans le pilote, c'est le logo de Clone Wars qui devient le logo de Bad Batch. Donc là, on est sur des conséquences de la guerre des clones, clairement, sur un... Encore une fois, ce qui est intéressant dans ces 2 épisodes, c'est le contexte géopolitique d'une planète qui s'est battue contre les séparatistes, qui aujourd'hui fait face à l'Empire et qui doit se recentrer sur un autre combat. Et on le vit grâce à Hera. Parce que Cham Syndulla a toujours été caractérisé comme le leader, on va dire, militaire de Rylot. Et si tu mets Cham Syndulla sur Rylot, bah, à ce moment-là, il n'y a aucune raison de ne pas voir sa fille. Alors évidemment, après, on construit le récit autour d'elle, c'est ça qui t'a beaucoup agacé et qui a beaucoup agacé un certain nombre. Mais quel est le meilleur moyen d'intéresser des gens aussi que de réutiliser en plus des personnages qu'on connaît? Certes, il faut créer de nouveaux personnages, il faut de nouveaux concepts, de nouveaux lieux,
etc. Mais pour ramener une familiarité à l'univers, le fait de construire un épisode en réutilisant des personnages qui sont connus, ben, c'est aussi intelligent et c'est ça qui crée un attachement. Je suis totalement d'accord avec toi, sauf que on m'a vendu une série sur des clones, pas sur des Twi'lek de 10 ans. Alors, je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que ce qui est désarçonnant pour l'épisode 11, c'est que la Bad Batch ne fait qu'un caméo au sein de sa propre série. Et ça, pour moi, c'est Mad Max, c'est le syndrome Mad Max sur Road. Je viens pour un film Mad Max, pas sur un film Furiosa. Fallait pas me vendre un film Mad Max si Mad Max est un personnage secondaire. Moi, je vais enchaîner sur le fait que tu as raison, Sylvain. À mon avis, non seulement le marketing, mais le titre. Attends, je vais te rentrer dedans plus tard. Je suis d'accord avec toi qu'au présent, la saison est même pas finie. Puis je n'ose même pas dire la première saison parce que je suis loin d'être certain qu'on va avoir plusieurs saisons de ce concept-là. Le titre était mal choisi, le marketing. En même temps, on nous a pas vendu la série pendant des années, avec énormément de marketing. Je veux dire, ça a été coulé, on va dire, à la célébration, là, il y a 2 ans qu'il allait avoir ça, mais pas plus que ça. Et les trailers, Francis, se concentrent principalement sur les premiers épisodes. Oui, exact. Sur les trailers, c'était beaucoup pour nous montrer qu'on va être dans l'après-revanche des Sith et les débuts de l'Empire, tout ça. Donc, je pense que c'est ça qui a emballé beaucoup les adultes que nous sommes, les fans qui avaient envie de découvrir cette période-là. Après ça, est-ce que la série livre ce qu'elle avait teasé, je suis pas sûr, mais c'est vrai que c'est une sorte de saison 8, mais de Clone Wars, c'était Ahsoka, Anakin, Obi-Wan, et c'était la guerre des clones. Là, la guerre des clones, elle est terminée. Ahsoka, je ne fais pas le topo de tous, là, vous savez très bien ce qui en est arrivé. Mort. Il aurait tout à fait pu trouver un autre nom à ça, mais je suis d'accord qu'on s'attendait peut-être un peu plus à quelque chose justement de spectaculaire, les opérations c'est ça, comme tu dis, c'est des commandos, c'est des opérations spéciales. Il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes qui tournaient vraiment au travers de leur capacité puis de leur équipe de choc. Mais bon, c'est tout le concept d'Omega qu'ils nous ont mis. La série aurait pu s'appeler Omega. C'est ça. Tu m'aurais dit directement, tu m'aurais dit directement, c'est une série où on va suivre des clones, des clones des forces spéciales, post-Ordre 66, qui se retrouvent largués, obligés de déserter, et avec un clone spécifique, pour essayer de cacher le truc, un clone spécifique qu'ils doivent protéger. Là oui, mais c'est pas ce qu'on m'a vendu, c'est pas sur quoi les mecs sont. Moi, je mentionnerais, c'est ça, t'as tout à fait raison, c'est vrai, mais un des défauts, je trouve, de tout ce qui est série, c'est que le public, puis en particulier avec Star Wars, c'est que le public cible est très mal annoncé, très mal défini. Quand on achète un livre, quand on achète une BD, peu importe, c'est écrit de tel à tel âge. Vous achetez un jeu, ça dit, ou vous allez voir un film au cinéma, c'est à partir de tel âge. Donc, si vous allez voir Logan, ça dit 16 ans et plus, vous vous doutez que ça va être plus violent que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. C'est ça. Avec la série, avec The Clone Wars, surtout, au fil des années, ils nous ont vendu le concept que c'était des séries limites pour adultes. On avait certains épisodes avec des thèmes très, très matures qu'un jeune enfant va zéro s'y intéresser. L'arc avec le Jedi psychopathe, là, tu sais, avec Kalra, là, qui... voilà. Voilà, tu mets un enfant de 5 ans devant ça, s'il est pas en pleurs dans ton lit chaque soir pendant un mois après... tu sais que c'est un psychopathe lui-même. Mais sinon, sur tout ce qui est scénario et compagnie, souvent, puis vous l'avez dit dans vos épisodes précédents, Aude puis Sylvain, on voit venir les choses 100 000 à l'heure. C'est pas très recherché. Tout ça, on a vraiment l'impression d'être plus dans du jeunesse. Et plusieurs au fil des épisodes de The Bad Batch, plusieurs ont comparé ça avec Résistance. On dit, ça y est, on a atteint le niveau de Résistance. Mais Résistance, justement, après plusieurs épisodes, on s'est aperçu que on n'était pas le public cible. Le public cible, c'est mes enfants.
Donc, avec The Bad Batch, c'est ce qui est pas clair, justement. Et on a certains épisodes qui vont avoir des propos un peu plus matures, mais malgré ça, les retournements de situation, tout ça, c'est du niveau jeunesse quand même un peu plus. Donc, moi, j'étais plus emballé effectivement par les bandes annonces, comme plusieurs. J'ai des déceptions, comme plusieurs. Mais au fil des épisodes, j'en viens à me dire que je suis tout simplement pas le public cible de cette série-là en termes d'âge. Bon, après, tu sais, je l'étais pas non plus. Puis, tu sais, rappelez-vous le début de Clone Wars, ou le film pilote, là, ceux qui, comme moi, étaient allés au cinéma voir le film pilote de la série de Clone Wars. Quand vous êtes sortis de la salle, là, je sais pas si vous étiez comme moi, mais... Moi, j'étais avec des potes. Bah, tiens, je fais un coucou à Iris, Lucille. On y était ensemble avec d'autres potes communs. Moi, je m'étais bien amusé. Je m'étais bien marré et bien emballé. Mais c'est vrai que le début de The Clone Wars, j'ai toujours dit, les premiers épisodes avec Ahsoka, j'avais envie de l'étrangler à deux mains. Je préférerais dans les 2 ou 3 premières saisons de The Clone Wars, je préfère les épisodes entièrement tournés sur les clones. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que The Bad Batch me casse les roustons. C'est que je préfère... On m'avait promis... Enfin, j'avais compris qu'on me promettait une série sur des clones de forces spéciales et je me retrouve avec des gardes d'enfants. Ouais, exact. Ben, le titre que vous aviez donné, votre épisode, 3-4 clones, il y a un couffin. C'est ça. C'est ça. On en avait parlé dans cet épisode-là. C'était pas ça le titre du film en version américaine. Mais bref, moi, je pense que c'est beaucoup ça. C'est ton ressenti par rapport à tes attentes qui viennent gâcher. Je pense que je le disais dans un autre épisode avec Loïc récemment, un de nos littératures, mais je pense que c'est une série qui va quand même mieux vieillir que, par exemple, Résistance parce qu'une fois que là, c'est la déception par rapport au concept, à ce qu'on s'imaginait, à nos attentes. Mais par après, une fois qu'on va avoir... si on réécoute The Bad Batch dans 2 ans, on va très bien savoir à quoi s'attendre. Et à ce moment-là, toutes les déceptions qu'on évoque là seront plus nécessairement là. On va savoir que c'est l'histoire d'Omega. On va savoir qu'on s'installe pour voir l'histoire de la sœur jumelle, on va appeler ça comme ça, de Boba. C'est ça, de Boba. Donc, mais moi, ce qui m'embête, c'est pour ça, je disais aussi... la série, pour le moment, elle ne fait que 16 épisodes. On est à l'épisode 13. Et à part que Omega a le même ADN que Django, oui, et... Voilà. C'est vrai qu'on voit pas très bien où est-ce qu'on s'en va avec cette série. C'est ça. Non, mais c'était déjà le cas dans Clone Wars, et c'était aussi le cas dans Rebels. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec vous. Moi, je suis convaincu qu'il y aura au moins une saison 2, parce que c'est l'habitude de Filoni. Filoni a besoin d'installer ses histoires sur une plus longue durée. Et la saison 1 de Mandalorian... 4, 5, 6 séries différentes. Mandalorian, la première saison, quand bien même elle est très très qualitative, ce qui est ressorti aussi beaucoup, c'était en fait la saison complète est un gros pilote, parce qu'on ne comprenait même pas ce qui allait se passer, où on allait avec certains personnages, etc. Donc, moi j'ai envie de lui faire confiance, j'ai envie de me dire, Filoni, il m'a pas jamais déçu, parce que c'est pas vrai. Il y a des choses que je n'aime pas, comme vous tous, mais probablement des choses différentes, qui me touchent plus moi ou qui me touchent moins. Mais fais ce que tu veux. On a l'autorisation de Sylvain. Je suis d'accord, les gars, quand vous avez dit la série a été vendue comme un post-épisode 3. Les trailers nous laissaient penser à quelque chose de vraiment très sombre dans le contexte géopolitique et dans l'instauration de l'Empire. Alors, c'est très survolé. On l'a partout dans quasiment tous les épisodes, mais ça reste quand même très diffus. Et c'est une de mes déceptions, et ça, je suis d'accord. C'est dans quasiment tous les épisodes quand même. Il y a on est à quoi, le 13 épisodes, il y en a 9. T'as un perso qui te dit « Ouh là là, qu'est-ce qu'on morphe depuis la fin de la République ?» ça reste un des fils rouges de la série, même s'il est très très fin. Évidemment, le gros fil rouge, on est d'accord que c'est Omega. Omega, dont on ne sait pas quel sera le développement plus tard, mais si elle a été introduite ici, c'est que probablement, dans les séries qui arrivent, elle va être réutilisée. Dans Mando, dans Boba Fett. Et puis, saison 4, et puis je pensais qu'ils vont travestir Temuera Morrison. Non.
Non, je pense qu'on va Investir un s'émanciper, en Maori, fait, de la- t'es fou, toi. Ouais, moi, je m'y risquerais pas, mais bon. On va s'émanciper on va s'émanciper de l'acteur et pour qu'elle ait sa propre tête. Mais je suis d'accord sur les griefs que vous avez, mais au final, c'est pas non plus dégueulasse. C'est pas une bouse. Oui, ça fonctionne beaucoup mieux sur les enfants. Alors, c'est pas une bouse, c'est que les histoires qu'on me raconte me gonflent. Je n'y vois aucun intérêt. Ce que Francis a dit est juste, c'est que ça fonctionne pas, peut-être pas assez sur nous, mais ça fonctionne sur public cible. On est trois ici à avoir des enfants. Moi, mes enfants, alors pas tous les épisodes. Il y a des épisodes, voilà, où ils disent, l'épisode typiquement le 13, celui-là, c'était pas le meilleur. Mais il y a des épisodes qui les ont quand même emballés. Et effectivement, le fait de revoir une figure d'attachement comme Hera et Chopper, sur les enfants, ça va fonctionner et ça va les entraîner dans le récit. Exactement. Et juste fini, Loïc, oui. Non, vas-y. Puis je vais entendre l'opinion d'autres aussi, mais sur ces épisodes-là, mais moi, je veux juste préciser que même si je me considère pas public cible, ça reste que j'ai beaucoup apprécié certains des épisodes-là. Je me suis bien amusé. Puis ton parallèle avec Mandalorian, je l'avais pas fait, mais je trouve ça effectivement intéressant parce que Mandalorian, dès le départ, ils nous ont dit c'est à l'ancienne, c'est une série style western des années 70, donc chaque épisode, il y aura très peu de fil rouge continu, ça va être des épisodes toujours assez uniques. C'est vrai que je ressens ça un peu avec le Bad Batch. Bon, évidemment, on a eu un épisode double là, avec les plusieurs fois. Mais c'est vrai que... Il y en a 2 ou 3 quand même. Mais c'est vrai que il y a 3 arcs de 2. Ouais, mais c'est peut-être intentionnel qu'il n'y ait pas nécessairement de grands fils rouges, comme on est rendu habitué à l'ère de Netflix et compagnie, à avoir des séries qu'on écoute en binge-watching, en continu. C'est vrai qu'on ressent pas ça, mais Loïc a raison, avec The Clone Wars, c'était très loin d'être ça. On avait même les épisodes dans le désordre, là, où c'était des chroniques. Ouais, mais c'est assez paradoxal qu'on n'ait pas de fil rouge. Parce peut-être qu'on va comprendre quel était le fil rouge après le 16e épisode, je sais pas. C'est vrai qu'on est bien l'autre. Mais je voulais préciser quand même que j'ai beaucoup aimé, moi, le double épisode sur Rylot. Moi, c'est une race, c'est un contexte géopolitique Rylot que j'adore. J'avais adoré le roman. Loïc, aide-moi, c'était... Seigneur des sites. Les Seigneurs des sites, le Seigneur des sites, quelque chose comme ça. Le Seigneur des sites. Ouais. Et bref, avec Vador et Palpatine en vacances, promenade sur Rylot. Il y avait beaucoup de contexte justement par rapport à Rylot et à cette rébellion. Et justement, on pensait que, parce que dans ton résumé, tu as laissé entendre que le sénateur était mort, mais en fait, il n'est pas mort. Et c'était une des choses pour lesquelles les gens ont crié après Filoni encore. On s'est tous dit, quelque chose. C'est vrai que je me suis trompé, en fait, c'est dans l'épisode 12 où on le voit blessé, en fait. Non, il est mentionné, en fait, qu'il a survécu à l'attentat. Mais c'est sûr qu'en ayant pris un tir de laser en pleine tête dans l'épisode 11, et d'autant plus quand on regarde comment il est évacué par les clones sur... c'est pas du tout une civière, c'est un espèce de chariot où on aurait mis des marchandises. Élévateur, quoi. On a vraiment l'impression qu'il est mort, et tout le monde s'est posé cette question, et ce qui aurait, en plus, comme Francis l'a dit, contredit ce roman-là, et ça aurait été encore une incartade de plus. Finalement, cette fois-ci, ça ne l'est pas. Mais après, moi, je peux entendre les griefs sur Filoni. J'en ai moi-même le fait qu'il ait rétro-pédalé sur Kanan ou sur le début du roman Ahsoka, c'est quelque chose qui m'embête profondément. Mais par contre, moi, je lui reconnaîtrais vraiment un talent de conteur. C'est-à-dire que tu reprochais Sylvain qui utilise toujours les mêmes personnages, ce genre de choses, mais qui a plus inventé de choses à part Lucas que Filoni, que ce soit visuellement, que ce soit dans les personnages, que ce soit dans les planètes. Visuellement, non, je suis pas d'accord. Vu le nombre de trucs de Christopher McCarry là qui réutilise à chaque fois. Ouais, mais d'accord. Ok, d'accord. Mais ça, c'est du background. Il y en a disséminé dans les 2 séries. Mais plutôt dans Rebels d'ailleurs. Je veux bien qu'il ait des talents de conteur, mais on peut pas. Mais on peut pas dire que non, le mec a inventé plein de trucs. Quand son catalogue, c'est tiens, j'ai l'archive numéro 1 de Macquarie. Là, c'est à 2, là, c'est à 3. C'est recycler ou récupérer toutes les idées, tous les concepts. C'est vrai beaucoup sur Rebels, mais Rebels, ça faisait partie du concept.
Dès le départ, ils voulaient ramener un genre d'hommage à Ralph McQuarrie. Sur The Clone Wars, cette fois-ci, j'ai non, parce qu'en de plus, Bad Batch, peut-être. C'est des designs, il y avait pas beaucoup de McQuarrie puisque toute la prélogie était basée sur le travail de Doug Chiang, donc tu peux pas. Après, j'ai pas vu beaucoup de choses de Doug Chiang qui ont été ramenées, mais sur Clone Wars, sur Rebels, on a souvent râlé, et j'ai été aussi une des personnes qui râlait après la récupération du travail de McQuarrie en disant j'en ai marre de voir du travail de McQuarrie. Mais là, c'est pas le cas, et le fait de ramener, il a inventé des personnages, il a inventé des organisations, il a inventé des planètes, il a inventé des vaisseaux, il a inventé des concepts de la force, il a inventé tellement de choses que c'est normal qu'il soit obligé de faire référence à ses propres créations. Certes, il n'est pas obligé de ne faire que ça. Après, voilà, on peut dire que Lucas avait vraiment un attachement à Vador et il avait envie de le ramener à beaucoup de sauces. Ben, pour Filoni, ce sera Ahsoka, et c'est compréhensible vu que c'est son bébé. Bon, pour l'instant, elle est pas arrivée dans cette série, et je doute qu'on la voie. Bah, il y reste 3 épisodes. Hein. Mais je pense que c'est un faux procès qu'on fait à Filoni, et au final, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que le plus important, c'est que on ait vu quelque chose qu'on connaisse déjà, au sein d'une nouvelle histoire, ou est-ce que l'important, c'est d'avoir pris, comme disait Francis tout à l'heure, ben moi j'ai quand même pris du plaisir à regarder ces épisodes, un peu de fun. Le fait d'avoir une construction sur 2 épisodes, c'est intéressant, parce que ça permet de développer quelque chose un peu plus. Pareil, Other, le concept de ce capitaine clone qui est très 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 intéressant, qui tombe un peu en shit parce qu'à la fin, ça aurait pu aller plus loin. Ils auraient pu prendre une vraie rébellion. Une vraie rébellion, ou même peut-être un renversement des clones plus impressionnant, avec peut-être une bataille où. Et puis voilà, on laisse ce personnage de côté. Ici, entre des clones menés par Other et des clones menés par Crosser. Quelque chose qui prend au cœur quand on a suivi pendant 8 ans ces personnages de clones. Bon, c'est pas le cas, mais au final, le chemin était agréable quand même. Les péripéties étaient agréables. Oui, ok. C'est Hera qui arrive à trouver un plan. Dans un sens aussi, on peut même, depuis tantôt, on dit qu'il récupère toujours les mêmes personnages, mais là, on a un exemple justement d'un commandant clone nouveau. Il aurait très bien pu nous ressortir un qu'on avait déjà vu. On aurait dit, bon, encore une autre récupération. Là, justement, on en a un nouveau. Donc, non. Là, moi, je suis content. Ça me ferait une nouvelle Black Series, mais le mec, il est là pour 2 épisodes. Ouais. Bah, non, et après, on passe à autre chose. Pour 2 épisodes, pour l'instant. Là, il est parti, il est emprisonné. En toute sincérité, je ne suis pas convaincu qu'un jour Filoni ne réutilise pas le personnage en nous expliquant qu'il n'a pas été exécuté par Rampart ou Tarkin. Techniquement, ils sont pas exécutés. Hein. Enfin, c'est pas ce qui est dit. Ils sont mis aux arrêts. Alors, il y a quelqu'un qu'on n'a pas beaucoup entendu. Voilà, j'allais dire, vas-y. Tu voulais me demander quelque chose, Francis, tout à l'heure. Tu m'as dit, je suis curieux d'avoir ton avis. Ouais, ben sur ces épisodes-là, vu que, d'accord, le 13e, le dernier, est vraiment un épisode filler. Bon, on peut le comparer à d'autres du début, mais justement, sur là encore, le double épisode sur Ryla, j'étais curieux d'avoir ton avis. Alors, vraiment, vraiment, le 11, ça m'a fait chier. Ouais. Mais c'est quoi, le fait de voir Hera ou c'est la construction de l'histoire ? Non, même pas. Enfin, elle, pourtant, je l'adore dans Rebels. Mais j'ai pas trouvé ça intéressant, j'ai pas trouvé ça pertinent par rapport à la Bad Batch. Après, à vous écouter, Francis et toi, Loïc, c'est vrai que dans la construction du truc, c'est l'Ordre 66, enfin l'instauration de l'Empire. C'est logique que ça impacte toute la galaxie, dont des planètes qu'on a déjà vues, surtout des planètes qui étaient déjà des grosses graines de rebelles, en tout cas des couillus quoi, par rapport aux séparatistes. Donc c'est vrai que finalement c'est un peu logique de voir ce qui se passe ici, mais là vraiment l'épisode centré sur Hera, je trouve que vraiment ça s'adresse à des enfants, vraiment. Alors même si nous on a été fans de Rebels en tant qu'adultes avec les messages adultes, destinés aux adultes que porte cette série. Là, l'introduction d'Hera, c'est quand elle était petite, donc c'est tout minouche, hein, elle est petite en temps de guerre, d'accord, ça c'est profond, mais je sais pas, j'ai pas trouvé qu'elle ait transmis grand chose, à part sa relation qui est déjà là avec Chopper, et comme a dit Sylvain, on va voir qu'elle est fabriquée. Ça m'a.
Oui. Il est là, cet épisode aussi, pour nous montrer qu'elle a cette âme, entre guillemets, guerrier, qui va l'amener à prendre les armes, à se rebeller et à devenir une des générales de la rébellion ultérieurement. En fait, ce qu'on veut nous montrer aussi dans les figures fortes de la rébellion, c'est que ça vient de quelque part. Et c'est ça qui nous est montré ici. Ouais, mais les origin story de tout le monde pour tout et n'importe quoi, moi franchement je m'en tape. Je peux avoir un personnage hyper charismatique comme elle sans avoir besoin de savoir. Ah mais ça je suis d'accord. Oui, surtout ça je te sur un rejoins. petit épisode, tu vois. Je suis sur un d'accord. tout petit truc où c'est pas assez charnu. J'ai bien aimé le personnage de sa maman Hera. J'ai bien aimé ce qu'elle dégageait, sa voix, truc tout con. Par contre, et déjà dans Rebels, je déteste son père. J'ai envie de le gifler. Ah bah oui. Il m'énervait déjà dans Rebels, je me souviens l'arc avec Thrawn et quand il a Hera avec lui là et qui veut voler son totem familial là, le Calicori là. J'avais bien aimé cette relation entre les deux, mais dès que tu revoyais Cham dedans et son caractère de chien enragé là, c'est comme Saw Gerrera, en fait ça m'énerve. J'aime pas les rebelles extrémistes. C'est drôle, hein? Moi aussi, j'étais pareil comme toi pour ce qui est de Rebels, mais cette fois-ci, j'ai bien aimé. Dans ces deux épisodes-là, justement, son évolution de caractère puis tout ça, bon, évidemment, Rebels se passe par après. Là. Mais c'est peut-être parce que j'ai moins extrémiste. Ouais, ben c'est peut-être parce que j'ai lu le roman aussi, là, donc comme pour n'importe quel personnage, lire un roman dessus, parce que le roman Le Seigneur des Sith, Les Seigneurs des Sith, c'est vraiment sur Cham Syndulla. Ça porte vraiment mal son titre. Là. Ah, mais complètement. C'est vraiment un roman sur Cham Syndulla. Je te conseille de pas de le lire si vraiment t'aimes pas le personnage. Non, en effet, là, ça me donne pas trop envie. Alors, donc, curieusement, j'ai pas aimé le 11, mais j'ai beaucoup aimé le 12. Parce que là, on avait une vraie mission commando. Alors, peut-être orchestrée par Omega et Hera, mais en tout cas, c'était, on va dire, leur idée de cœur, quoi, leur impulsion à la fois féminine et candide de il faut aller les sauver. Mais c'est quand même pas elles qui ont pris les armes, c'est quand même la Bad Batch. Et ce commando, en fait, ça, j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé un truc, dans l'épisode 12, la musique. Il y avait vraiment, j'ai trouvé une différence dans la musique, dans l'ambiance sonore. Dès que tu voyais Crosshair, il y avait un petit thème, une note, que je trouvais très très profonde, justement, en opposition avec l'épisode d'avant, un peu candide sur Hera. Là, c'était sombre visuellement, c'était sombre dans le concept de... on voit bien que l'Empire, il va faire des chantages, comme ça, il va capturer des familles, en séparer, faire des chantages aux otages. Et là, tout de suite, c'était plus profond. Avec les deux gamines dans le fond, mais finalement, j'ai trouvé très bien. Avec Hauser, que du coup, j'aime beaucoup tout de suite. Il vient d'être introduit, mais lui, je l'aime beaucoup. Avec, encore une fois, des concepts beaucoup plus adultes, en fait. Là, on n'est pas sur du babysitting, on n'est pas sur du gardiennage, sur du filler avec des péripéties un peu en gag. On est sur un sauvetage important, on est, comme vous disiez, sur la possibilité de lutte fratricide, sur des prises de conscience de certains clones, donc nous on ne sait pas pourquoi il a cette prise de conscience, est-ce qu'il a une puce, il n'a pas une puce. Tout ça, ça nous touche plus, nous, en tant qu'adultes, et avec tout le passif qu'on a, tout ce qu'on connaît, sur les dictatures, sur les concepts comme ça de tyrannie, de politique. C'est ça qui fait écho, en fait, en nous, je trouve, enfin, en tout cas, en moi, en tant qu'adulte. Et mon fils, puisque tu en parlais tout à l'heure, Francis, il y a des épisodes en effet qui l'accrochent plus ou moins, et ça va plus être par clin d'œil de personnages connus. J'avoue que là-dessus, Filoni, il essaie peut-être de s'attacher des enfants. C'est de la figure d'attachement. Voilà, exactement. Comme pourrait l'être, comme l'est Luke Skywalker pour déjà 2 générations de personnes, ou comme le sont Obi-Wan et Anakin pour la dernière génération. Oui, c'est un bon exemple. Tu donnes, Loïc, l'apparition de Luke à la fin de la 2e saison de Mandalorian dans la catégorie inutile, qu'est-ce que ça apporte au récit, etc. Rien du tout. Mais, comme tu dis, ça défonce du Death Trooper. Ouais, exact. Donc, c'est un moyen, justement, de capter l'attention des 2 générations qui avaient de Luke Skywalker vraiment leur héros de cœur. Et là, Hera, on peut aussi dire que c'est un héros de cœur pour une génération d'enfants qui a grandi avec Rebels, qui a quand même duré 4 ans, qu'on a revu après, s'ils ont grandi, ils ont peut-être fait les jeux vidéo, elle apparaît, elle est mentionnée dans Rebels, on voit Chopper, même s'il faut on peut pas le voir
faut vraiment avoir l'œil. Un enfant ne l'aura pas tout de suite. Donc, ça ramène, ça leur parle. Et c'est ça qu'il faut se dire. Même si nous, on attend autre chose, et je le comprends, et je suis d'accord avec toi, Aude. C'est-à-dire que cet épisode 12, il est beaucoup plus mature. Il est beaucoup plus sombre. Et c'est un peu ce qu'on... Si je fais un peu le bilan de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu tous les 4 ce qu'on attendait, nous, de cette série, voire même peut-être encore d'aller plus loin que ça. Mm-hmm. Ouais, ben, c'est parce que aussi, Filoni, là, si on... Parce que, tu sais, on s'entend, c'est tout un travail d'équipe, là, mais si on met tout le focus sur lui, nous a laissé avec une saison finale de The Clone Wars et des épisodes finaux. Le dernier arc de la dernière saison, c'était extrêmement dramatique. On avait de la musique digne de Vangelis. Je veux dire, c'était autre chose. On n'était plus du tout dans The Clone Wars. Là, on est peut-être retombé quand même dans quelque chose d'effectivement plus enfantin. Mais une fois qu'on l'a accepté, je trouve que c'est une série qui a ses qualités. On n'a pas parlé... Aujourd'hui, je sais que vous l'avez mentionné dans les autres épisodes, on n'a pas parlé des graphismes. Encore une fois, c'est magnifique. Là, oui, c'est absolument super. L'arrivée sur Rylot avec toutes les lumières et tout, et dans les exact. On a des plans. La lune. La lune sur la lune que je trouve super, véritablement superbe. C'est un fond d'écran, ce truc. C'est ça. C'est ça. Tout est sous... On voit les villes ou les planètes quand ils arrivent. On avait des fois ça dans The Clone Wars, mais on s'entend que le budget n'était pas le même. Quand il y a des foules, on a eu encore une fois un discours devant des Twi'leks. C'est noir de monde, comme on dit ici. Ouais. Je veux dire, il y a du monde, alors qu'à l'époque de The Clone Wars, on aurait eu quoi, 1/10 peut-être des personnages. C'est ça. Fait que, non, il y a une richesse. En termes de différents aliens aussi, là, évidemment, sur Rylot, c'était plus des Twi'leks. Mais sur l'autre épisode, on a une richesse en nombre de races aliens qu'on voit. Bon, évidemment, il y a souvent les mêmes les personnages réutilisés. Là. Bon, mais n'empêche, c'est ça, je trouve qu'il y a une évolution très, très positive. Et moi, de toute façon, j'ai toujours préféré les graphismes à la The Clone Wars, très mat, très sale, on va dire, là, plutôt que la Rebels où tout était rond, tout était lisse. Ouais, moi aussi. Donc, c'est ça. Moi, ça ne me gâche pas mon plaisir. Côté graphisme aussi, Francis, dans l'épisode 13, quand ils traversent en fait ces souterrains dans leur wagonnet de mine, un peu à la western où il faut pomper pour avancer. Il y a donc les insectes sont dans un nid. Moi, j'ai d'abord cru forcément que Filoni allait nous ramener ces petites araignées chéries de rebelles et mandaloriens, mais c'est pas le cas. Ce sont des insectes volants et donc c'est un nid de toile. Ça reste de la toile. Et là, c'est pareil, le travail de la toile est juste incroyable. Ouais, il y a toujours comme des fibres dans l'air. Oui. Hein, et même, à un moment donné, quand ils descendent dans le nid et qu'ils sont dans les toiles, elles font un espèce de... avec le vent que les personnages déplacent, elles ont cette ondulation. Voilà. Ouais. Et pareil, les lumières. Alors, les lumières avec l'éclairage à la lampe torche et tout. Mais même l'explosion de lumière au milieu de toutes les bestioles, là, où quand la lumière jaillit, voilà, celle-là, c'est superbe. Oui, c'est vraiment... Mais dans cet épisode-là, sur les parties où ils sont dans les souterrains, on est clairement sur des codes du film horrifique, en fait. Oui. Et alors, la musique, j'ai pas trop... Si, il y a aussi ce côté tension strident, tu sais, où la note, elle perdure. Moi, je l'ai ressenti parce que j'avais peur de voir des araignées, justement. Donc, j'ai en fait fermé les yeux pendant en tout cas la première traversée. Et donc, forcément, j'ai été plus attentif à l'audio. En effet. Les codes, la manière dont c'est filmé, beaucoup de la plongée contre plongée sur des énormes profondeurs comme ça, à la lampe torche, ils ne savaient pas où regarder. On est quand même sur le film d'horreur, quoi, un petit peu. Et ça, clairement, nos enfants, normalement, n'ont pas encore vu trop de films d'horreur. En tout cas, pas le mien. Du coup, ça, c'est des codes qu'ils n'ont pas mis à The Thing. Moi, Francis les miens... ne sait pas prononcer, c'est que... moi, les miens, je les ai mis très très jeunes pour les désensibiliser aux voilà. qu'on perd. Donc, c'est sûr que quand ils voient ça, ils se disent ça y est, Alien va sortir. En tout cas, ils sentent une tension. C'est efficace sur eux, ils sentent une tension, mais les références, les autres références cinématographiques que nous, en tant que grands, on peut avoir, avec notre culture propre, moi, clairement, les films d'horreur, c'est pas mon truc, je suis trop trouillarde pour ça, mais je reconnais
le type de référence, et j'ai reconnu moi un truc, enfin reconnu, en tout cas j'ai associé, que a dit Tom dans la vidéo qu'il nous a envoyée, qu'on entendra tous après, c'est que quand c'est... Qui fait ça? C'est Waker qui perd sa torche, qui fait tomber sa torche avec perte et fracas dans les profondeurs, et qu'après on entend les bestioles qui se réveillent dans le fond. Moi j'avais vraiment l'impression d'être dans la communauté de l'anneau du Seigneur des Anneaux, où on a Pipin qui trifouille un squelette, qui fait tomber la tête et on entend le bang 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 dans toutes les profondeurs. Un calme, tout le monde souffle, et puis après là on entend les tambours des gobelins qui sont dans les profondeurs de la Moria. Et bien là on a entendu pareil, il y a eu une zone de tension. C'était ciblé sur ce trou de toile, et d'un coup on entendait des petits bruits. Je me suis dit ça merde, enfin les mecs ils sont en plus dans le cinéma, ceux qui l'ont fait ils se sont dit ça c'est un gros clin d'œil, c'est obligé quoi. À ça ou peut-être à d'autres trucs d'horreur que je n'ai pas regardé, mais bon le Seigneur des Anneaux c'est pas de l'horreur, mais ces scènes là moi ça m'angoisse profondément, et ça je l'ai bien ressenti. Encore une fois, par contre... en 5 points, tu les sens bien, tu l'as bien la tension et les bestioles qui se baladent. Ouais, ça c'était vraiment... Moi, la seule chose que j'ai trouvé dommage, t'as parfaitement raison, Aude. C'est vrai qu'il y a toute cette tension-là, le silence, et là on entend qu'il s'agrouille là, dans le nid, mais cette fois-là, ils sortent pas là, à la ligne. Oui. La seule chose que j'ai trouvé dommage, puis c'est ça, il faudrait que je consulte mes enfants, mais c'est ça, c'est que la faiblesse du scénario, moi, me gâche cette tension-là. Sur le coup, je me dis pas, ah merde, la lampe, elle va faire du bruit, tout ça. Je me dis, mais quel con! Mais je veux dire, prends un peu de ruban, tu te l'attaches, la lampe de poche, ça te donne tes 2 mains de libre. Je veux dire, mais on est dans Star Wars et il faut qu'ils se trimballent des lampes de poche dans leurs mains. Mais c'est des commandos de force spéciale. C'est ça. Mais c'est comme dans les jeux vidéo. Moi, je suis désolé. Je suis désolé. Ils ont pas les lampes torches sur le casque. Ils ont pas les mêmes casques que les clones réguliers. Exact. Donc, ils peuvent pas mettre les lampes torches sur les casques. Et à la fin, ils reviennent dans le bar tellement vite que l'autre n'a pas encore eu le temps de partir. Mais tu te dis, mais quelle bande d'imbéciles! Et quand tu vois la distance qu'il y a par rapport au trou là, dans la montagne, par rapport à la ville, et que les mecs, ils ont pompé leur rame pendant 10 bornes. Sylvain, tu soulèves un vrai problème. La réflexion que je me suis faite, c'est il y a quelque chose qui va pas. Ils partent d'on ne sait pas où, donc visiblement, ils partent derrière cette colline. Des égouts mais ils entrent dans la ville. Donc, comment ils arrivent à rejoindre l'extérieur de la ville pour te disent qu'en fait, c'est l'ancienne mine. En fait, ils te disent que c'est comme s'ils étaient dans une autre ville ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça, il y a quelque chose qui fonctionne pas sur la topographie du lieu. Mais évidemment, on est d'accord que les enfants feront pas attention à ça. Non. C'est évident. Je peux vous mettre, si vous voulez, l'avis de Tom. C'est ça qui n'a pas pu se libérer pour être avec nous aujourd'hui. Bah oui, vas-y. Donc, voici ce que Thomas en a pensé. Alors salut, coucou tout le monde. Malheureusement, je ne pouvais pas être disponible ce soir, mais j'avais bien envie de participer à ce Star Wars en direct sur les 3 derniers épisodes de Bad Batch qu'on nous a proposés. Alors voilà, à vrai dire, les tout premiers épisodes de la saison, j'étais du même avis que la team Star Wars en direct, à savoir j'étais très cynique, et effectivement le tout premier Star Wars en direct que vous avez enregistré, voire même le deuxième sur lequel vous parliez de Mouchou, le cynisme j'ai adoré parce que je trouvais ça vraiment pourri, et Omega je ne la supportais pas, je me demandais l'intérêt de cette série, d'autant plus après la saison 7 de The Clone Wars. Et entre-temps, voilà, il y a eu l'épisode avec le Capitaine Rex où là, tout d'un coup, déjà, j'ai commencé à accrocher et où ça m'a paru particulièrement pertinent. Et à partir de ce moment-là, j'ai accroché à Bad Batch et vraiment, je trouvais que c'était très pertinent et il y avait vraiment une vraie raison de faire venir ce personnage, de mettre une filonnade, comme on dirait. Donc là, vraiment, j'ai trouvé que ça commençait de péter. Et là, pour moi, ouais, j'ai commencé à accrocher à Bad Batch et à m'intéresser à chaque personnage. Et ça y est, j'ai un affect pour chacun des personnages de Bad Batch, y compris Omega. Je commence à lui trouver des bons côtés. Je trouve que son aspect humain me plaît et je trouve que chacun des personnages de la Bad Batch a ses défauts et ses qualités qui font qu'on les aime. Et du coup, ça y est, je suis pris dans Bad Batch. Et donc voilà, je voulais un petit peu apporter mon point de vue. Alors je me doute que certains vont faire de l'anti-Filoniverse, mais moi ça me plaît énormément et je trouve que c'est vraiment amené à la bonne touche. Je vais quand même essayer d'être concis sur ces 3 épisodes parce que sinon moi je pourrais vous en parler pendant des heures. J'ai conscience que c'est mon petit défaut. Voilà. Donc pour faire court, déjà la duologie sur Rylot, vraiment génial, au top.
c'est pertinent. Les personnages sont très bien caractérisés. Sham Syndulla est vraiment un de mes personnages préférés dans Star Wars. Je crois que les rebelles mesurés sont vraiment les rebelles que j'aime dans Star Wars. Et en opposition à son pote qui est un bourrin qui veut toujours bastonner, je trouve que la posture de Sham Syndulla et même de sa mère est très intéressante. C'est-à-dire que après la guerre, on essaye toujours de trouver la paix. Et je trouve que avant de rentrer dans le tas, la posture qu'il prend dans cet épisode contre l'Empire, c'est la bonne. Elle correspond carrément à Sham Syndulla. Justement, sa divergence avec son bras droit est très intéressante. La confrontation avec Count Frita, qui est par excellence le politicard, est vraiment intéressante. Le lien qu'il a avec le peuple, c'est-à-dire cette volonté de ne pas le trahir à tous les niveaux, mais en même temps de lui proposer une situation de paix, je trouve que ça donne toute une résonance en termes de politique qui, moi, m'a beaucoup plu. Et la présence de Hera, elle est pertinente. Elle est pertinente pourquoi ? Parce que elle va nous permettre de comprendre le background du personnage. Et oui, effectivement, comme par hasard, on la revoit, mais si c'est bien le but de cette période du début de l'Empire, c'est de voir comment ça se passe sur les différentes planètes. Et Rylot, qui a combattu contre les séparatistes, il fallait qu'on les voie dans ce moment-là. Donc là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était vraiment pertinent c'était vraiment pertinent de présenter cela, et la manière dont ça a été présenté était très intéressant. Le rapport qu'il y a avec le clone avec lequel ils ont combattu montre l'affect que Sham Syndulla peut avoir pour les clones, et on sent que c'est réciproque, et j'ai trouvé encore une fois que c'était très très bien amené. La présence de Crosshair a une vraie importance, puisque il contribue à montrer la manipulation de l'Empire à ce niveau-là, et ça, j'ai trouvé que c'était encore une fois très très bien joué. Le deuxième épisode est un peu plus faible sur Rylot, mais encore il est pertinent. Le fait qu'il croise Omega, c'est quand même intéressant. Pareil que Fennec croise Omega, c'est aussi intéressant, parce que on se doute que dans la série Boba Fett, finalement, c'est un peu la sœur d'Omega. On va peut-être avoir encore une filonnade, c'est-à-dire que va sûrement y avoir du lien, mais moi ça me plaît le fait que ce soit connecté. On va mettre ça sur le dos de la Force. Voilà, on est dans Star Wars, donc la Force elle est là. On peut faire des filonnades. Donc donc j'ai beaucoup aimé ces deux épisodes sur Rylot. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Certaines fois, les gens disent on aime bien savoir un petit peu la réaction des gens. Moi, quand on a regardé les gosses, ça y est, ils étaient à fond. Quand ils ont vu Hera petite et Chopper qui fait bra 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 en levant les bras. C'est du bonbon quoi. Enfin vraiment j'ai adoré. Et ensuite l'autre épisode qui est plus un épisode filler, on dirait hors série, comme dans l'équivalent des mangas. Oui, effectivement, ça fait pas beaucoup avancer le schmilblick, mais on a notre dose de grosses bébêtes et c'est un petit côté Seigneur des Anneaux. Donc voilà, vous savez, quand ils sont dans la grotte des nains là, et que du coup arrivent les orques. Voilà, ça m'a fait penser à ça. J'ai beaucoup aimé. Et puis on voit ce Dévaronien qui nous fait penser à Visago dans Rebels. Alors on sait pas s'il y a un lien, si c'est le même personnage qui a évolué, qui a changé de nom, voilà, pourquoi pas. Donc voilà, ça donne des idées. Le fait qu'on voit les Pikes, ça c'est cool. Et puis alors là, on bouffe des aliens. J'adore l'Itorien avec l'espèce de trachéo là, c'est génial. Voilà, le Wiki, etc. Vraiment, je me suis régalé. Il y a vraiment plein de références dans ces épisodes. Je trouve ça vraiment sympa. Donc et puis notre 32 Shan femelle, je commence à l'apprécier. Alors certes, on reste toujours au même niveau, c'est-à-dire que ça n'a pas beaucoup fait avancer les épisodes. Je parle de l'épisode 13, mais voilà. Moi, je prends plutôt mon pied, donc je voulais apporter ma contribution à ces 3 derniers épisodes, parce que franchement, voilà, on prend beaucoup de plaisir sur Bad Batch, donc voilà, je voulais donner mon petit mot. Allez-y, et comme ça, en plus, ce qui est bien, c'est que quand vous allez bâcher ces épisodes, ça va pas me faire mal au cœur, et donc allez-y, envoyez tout le cynisme que vous voulez. Moi j'ai passé de bons moments. Voilà, on n'est pas au niveau du Mandalorian, et clairement l'épisode 13, je le trouve un niveau en dessous, et oui, il y a des filonnades, mais voilà, je prends mon pied, amusez-vous bien, et puis bisous à vous tous. En plus, vous allez être 4, donc je pense qu'il y a de quoi débattre. Donc Thomas adoré. Et donc Thomas parle bien pour Captain Rex de la figure d'attachement qui le fait rentrer dans le récit. Donc ça marche aussi, pas que sur les enfants, mais aussi sur les grands enfants. Que nous sommes tous. Tom, il mentionnait les Pikes dans l'épisode 13. Ça m'a fait plaisir de les voir. Moi, j'ai trouvé que leur figure de parrain de la drogue, là, fonctionnait assez bien pour le peu qu'on les voit.
Comme leurs visages sont indéchiffrables, j'aime bien les voir. Moi, j'aime bien les aliens aussi. J'étais heureux de les revoir, mais j'ai été surpris que Filoni puis Lucasfilm n'en profitent pas pour faire un mix entre ce design-ci, qu'on connaissait déjà dans la série, et ceux qu'on avait dans le film Solo. Il y avait quand même une nette différence là, entre les deux designs. Donc, j'aurais cru qu'ils en profiteraient pour montrer que bon, des fois, ils ont une armure, ça ressemble plus à ça, mais bon, voilà. Et sinon, j'ai pas mentionné, mais une des surprises aussi de cette... Ben là, il reste 3 épisodes, mais je suis surpris qu'on ait aucune référence à Cassian Andor, la série qui s'en vient. Là, si je ne me trompe pas, ça va être la prochaine, après le livre de Boba Fett. Ouais, peut-être, mais justement, on sait que Cassian était un combattant séparatiste dans sa toute petite enfance. Donc, moi, j'étais surpris qu'on ne soit pas sur sa planète. Là, il y a 2 épisodes, là, quand on était sur Raxus, 3 épisodes. Donc, il reste 3 épisodes, mais c'est ça. Tant qu'à faire petite référence, c'est ça. Ce sera le caméo final. Il apparaîtra un quart de millième de seconde à la fin du générique de la saison 1. Où on va apprendre qu'il était en background dans la foule. C'est ça, il était sur Ilot. Hein, c'est lui qui a appris à Hera à piloter aussi. Et qui a aidé à la construction de Chopper. Évidemment. La construction de Chopper, c'était récupéré dans le Y-Wing qui est craché dans la cour des parents. Hein. Ouais, c'est ça. Chopper, c'est pas une fabrication nécessairement, c'est une récupération. Filoni, il va nous retconner ça tranquillement. Ah bah non, c'est Filoni qui a créé cette histoire d'origine, donc c'est Rebels qui avait une dessus. Et voilà, on a quand même balancé un peu. Et de toute façon, Loïc disait à la blague dans notre dernière émission que vous aviez complètement défoncé les épisodes précédents, mais j'ai pas trouvé que vous aviez été si méchant non plus. Non, pas méchant. Je vous ai trouvé dur, mais en fait, je comprends le point de vue. C'est-à-dire que Sylvain l'a très bien exprimé tout à l'heure, après son résumé, il y a une attente. Cette attente, il y a une attente, il y a un marketing. Pour lui, ça tombe à côté de la plaque, donc forcément, il est déçu, pas intéressé, et à son avis, ça en ressent d'autant. Et ça, je le comprends. Aude, je t'ai trouvé plus dur que sur l'épisode qu'on avait enregistré avant, c'est vrai. Je pensais que tu serais plus intéressé par les épisodes des clones avec Rex, qui sont poursuivis par Crosshair, justement, parce que c'est un peu aussi ce qu'on nous a vendu dans le pilote. Donc c'est vrai que je vous ai trouvé assez dur. Maintenant, ça va parler à certains, ça ne parle pas à d'autres, chacun son Star Wars. Si Thomas y a trouvé son compte et Sylvain peut-être pas, moi je suis un peu entre les deux et peut-être que Aude elle va vraiment attacher à la fin de la saison parce que le twist final va lui retourner le cerveau et puis voilà. En fait, moi visuellement, je suis conquise à chaque fois et je reconnais les efforts et les belles choses. Mais je suis pas dans l'histoire, quoi. Au final, j'ai du mal à être objectivement gentille par une histoire qui ne me prend pas. Même les épisodes, en effet, avec Rex. Non, je sais pas. Je vais avoir des images qui me reviennent en tête de jolies choses, mais pas de choses scénaristiques. Ni des questions ou des attentes. Je crois que des attentes, là, j'en ai même plus, en fait. Ouais. Non, moi non plus. Je suis totalement comme la vidéo, quoi. La série est belle. Mais scénaristiquement, j'en attends plus rien. Même le destin d'Omega, ce qui va lui arriver, ou les révélations, je m'en fous, mais alors là, d'une force. Malheureusement, c'est pour ça qu'on est dur. C'est pas cool, mais bon, c'est pas grave, c'est pas vous qui l'avez fait. Ah mais non, mais alors Aude... Sinon, je serais plus gentil avec vous quand même, je vous rassure. Non, Aude, on est là pour donner notre ressenti, notre avis. On n'est pas là pour passer de la pommade avec qui que ce soit. Et tous ceux qui écoutent les émissions de littérature le savent très bien. Mais ce que moi, je reste convaincu que c'est une saison comme d'habitude, une saison introductive. Moi, j'avais eu beaucoup de mal à rentrer dans la saison 1 de Rebels, que je trouvais même pas si beau que ça. J'aimais pas les designs, j'aimais pas le fait que ce soit vide. J'aimais pas le côté encore plus Playmobil que dans Clone Wars. J'aimais pas les TIE Fighters qui étaient déformés, les Star Destroyers qui étaient déformés. Et pourtant, sur une construction scénaristique sur plusieurs saisons, finalement, j'ai réussi à trouver mon compte. Et maintenant, je défends la série Rebels en disant qu'elle est
une pierre essentielle de la mythologie Star Wars. Pour moi, moins que Clone Wars, mais visiblement, en tout cas au sein de mes amis, notamment de la 501e, je suis minoritaire parce qu'ils sont plus attachés à Rebels, et ça parle aussi parce que on va avoir plus de personnes attachées à la trilogie originale, donc ça fonctionne mieux sur eux. Là où Clone Wars va parler peut-être plus à des personnes qui ont grandi avec la prélogie, forcément. Mais rappelons aussi qu'une des choses qui a grandement amélioré, en tout cas la plus-value a changé dans Rebels, c'est justement ramener Ahsoka, ramener Rex, ramener Saw Gerrera, ramener Thrawn, même si c'est un personnage de littérature. Donc Rebels aussi ne serait pas ce qu'il est si ça n'avait pas été des mille et une filonneries. Si c'était pas des filonneries ou des filonnades. Et c'est ça en fait qui est quand même très déstabilisant. Et c'est pour ça que je voulais le dire tout à l'heure, que Filoni a peut-être créé autant de choses, voire plus, que Lucas, et c'est, à mon avis, ce n'est pas fini. Alors maintenant, on peut rajouter que Favreau va peut-être rajouter aussi et amener beaucoup de nouveautés. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est pas tant de se dire, voilà, il a inventé tout ça, que justement de les réutiliser, de les développer, de construire une histoire autour de personnages, autour d'une planète ou autour d'une organisation, et que même à la fin, évidemment, le contrôle lui échappe, et que, voilà, comme les Pikes, on va les retrouver dans Solo ou autre, et c'est ça qui est intéressant finalement. Et on les aurait pas s'ils ramenaient pas ces personnages systématiquement, on n'aurait pas cette construction qui nous fait attacher à eux et qui fait qu'ils deviennent des choix des fans, des personnages que certains fans deviennent fous quand ils les voient apparaître, parce qu'on a construit quelque chose, et c'est quelque chose qu'on n'a pas dans les comics. On a trop peu dans les comics, ou à l'inverse, de trop développer de choses autour de personnages dont on a déjà raconté beaucoup. Donc là, c'est l'inverse que je reproche. Donc, voilà, et le fait de les ramener, c'est ça aussi qui est intéressant. Maintenant, oui, je comprends l'agacement autour de voilà, encore une fois, comme Cad Bane sur l'épisode d'avant, mais au final, c'est pas si incohérent que ça, parce que si on nous amenait un personnage style chasseur de primes lambda, on n'aurait pas d'intérêt, on aurait encore moins d'intérêt et encore moins de tension qu'avec un personnage qu'on connaît déjà. Moi, c'est pas tant les filonneries, là, comme Sylvain aime le dire, qui me gênent, qui réutilise son univers, c'est pas ça qui me choque trop, mais j'arrive pas à trouver, là, après l'épisode 1, de personnage avec un charisme qui me donne envie d'en savoir plus sur lui, qui me donne envie de l'écouter parler, en VF ou en VO, et qui me fasse me dire « Waouh, ouais, lui ou elle, ou l'alien, est intéressant. » Ouais, je suis d'accord. Dans chaque création Star Wars, que ce soit des films, des séries, je peux te citer un perso, voire plusieurs par événement, qui me file des frissons, mais vraiment quelqu'un où je suis en admiration, que ce soit dans le camp du bien ou du mal. Là, j'ai rien qui me vient en tête. Au premier épisode, c'était hyper prometteur. Il y avait des trucs où je me disais, ah ouais, lui, je sens que ça va être mon chouchou, ça va vraiment être intéressant. Là, ils ont le charisme d'une chaussette, tous. Il y en a de temps en temps un qui a un petit pic qui m'intéresse un peu, qui me titille, et hop, aussitôt, ça retombe à l'eau, en fait. Parce qu'ils sont nombreux. Et c'est normal, c'est une équipe aussi. Et puis, je sais pas si vraiment chaque perso a un truc écrit pour lui, ou s'il faut un peu au feeling. Mais, enfin oui, après je vais comparer des trucs pas comparables dans une saison 1 et encore, peut-être qu'on n'aura pas d'autres saisons. C'est ça aussi qui me refroidit, c'est que je veux bien m'attacher à eux, mais si derrière il n'y a plus rien, c'est un peu une perte de temps. Je vais aller dans ton sens, en réutilisant ce que je disais tout à l'heure. Ton ressenti là est exactement le ressenti que j'avais sur la première saison de Rebels. Ouais. Non, mais pas un personnage intéressant, pas un personnage qui me donne envie de l'écouter ou de le suivre, ou de savoir justement ce qu'il avait fait avant. Ouais. Voilà, hormis un peu Kanan, parce que juste le moment de l'ordre 66 m'intéressait, mais alors le reste, je m'en foutais complètement. Et puis là, on parle de clones, donc tu sais, en termes de background. On le connaît, quoi. Les mecs sont nés il y a 3 ans. Bon. Voilà, c'est ça. Donc, et justement, la fin de la saison 1 et en fait, la construction de la saison 2, c'est ça qui m'a permis de m'attacher à eux. Alors, pas à tous, il y a des personnages, auxquels je me suis pas totalement attaché, mais en tout cas pour les principaux, ou même je prends par exemple le Calus, qui est un personnage qui m'a beaucoup intéressé au fil du temps, mais parce que il y a une construction sur la durée, et Filoni il est fort pour ça, et c'est à ça qu'on reconnaît aussi
les bons conteurs d'histoire. C'est parce qu'ils arrivent à prendre le temps. Et aujourd'hui, on le prend plus le temps. On veut tout de suite. On veut tout savoir tout de suite. Et ça avait été déjà un des reproches de la saison 1 de Mandalorian. On disait, ah bah oui, mais finalement, non, c'est pas grand-chose. Ouais, bah attendons. Développez. Intéressez-nous. Construisez quelque chose sur la durée. Et là, bah, peut-être que je vais me tromper. Ouais. Peut-être que je vais me tromper. Peut-être que même s'il y a une saison 2, on sera dans le même schéma narratif. Et puis, je vais vous dire, OK, bah, je me suis planté. Là, ils n'ont pas réussi à transformer l'essai. Peut-être qu'il n'y aura pas de saison 2. Et au final, bah, vous aurez eu raison de ne pas vous y attacher. Parce que c'est des personnages qu'on va revoir sporadiquement peut-être dans d'autres œuvres, mais peut-être qu'il y aura une saison 2, et peut-être que j'aurai raison. Et j'ai envie de m'attacher en fait à ça. S'il y a une saison 2, je souhaite grandement que tu aies raison, et je m'écraserai et je me lancerai dedans avec ce background-là en disant pense à Clone Wars, pense à Rebels dans les débuts, où il y a forcément des trucs qui nous saoulaient, mais encore faut-il qu'il y ait une saison 2, officiellement. Oui. Moi, qu'il y ait une saison 2 ou pas, je vous dirais, puis je vais conclure mon avis général là-dessus, c'est que c'est une théorie que je vous soumets, là, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un contexte différent de l'époque de Clone Wars et l'époque Rebels, c'est-à-dire que maintenant, on a des séries live. À l'époque de Clone Wars, c'est l'époque où il y avait un projet de série live chez Lucasfilm, mais qui était tombé. Hein, c'était 13-13, quelque chose comme ça. Ah non, ça, c'était le jeu. Mais bref, on a eu c'était Underworld. Underworld, exact. Donc là, c'est ça, on est dans un... Tu sais, il y avait une place, je crois, en termes de série d'animation pour aller viser quand même le public adulte. Le public, justement, qui avait découvert Star Wars fin des années 90 et années 2000. Alors que là, cette fois-ci, tout cet espace-là de public cible est occupé par The Mandalorian et tous les projets de série là, qui nous ont été annoncés. C'est pour ça que là, on a eu Résistance. Là, on a eu The Bad Batch. Oui, on a eu la saison finale de The Clone Wars, mais bon, il y avait l'arc final qui était très, très mature, mais on s'entend que l'arc des deux sœurs là, énervantes et l'arc de la Bad Batch, ça volait vraiment pas haut. Moi, j'avais bien aimé l'arc des deux sœurs. Hein. Réécoutez notre émission de l'époque. Ah oui, réécoutez. Ouais, mais bref, tout ça pour dire... vraiment des moi, c'est ma crainte, c'est l'animation. Moi, j'ai l'impression que l'animation va cibler beaucoup plus jeune qu'autrefois, on va dire, là, et que c'est ça, tout ce qui est live va permettre... Live adulte et animation enfant, quoi. Ouais. J'ai un peu le même point de façon. On avait quitté... alors, j'ai un avis un peu différent que toi, Francis, sur la dernière saison de The Clone Wars. Je trouvais que, justement, l'arc sur la Bad Batch et l'arc final était très sombre, très dépressif, parce que bon, l'arc sur Echo, quand il récupère Echo, c'est pas la joie quand même. Hein. C'est vrai. Et tous les trucs, même si c'est spectaculaire, il y a quand même une ambiance assez dépressive, assez mortifère sur l'arc Echo, plus l'arc final avec Ahsoka, Ordre 66 et tout le bazar. Au contraire de l'arc avec les deux sœurs, on aurait mieux fait de les balancer tous les deux dans le trou et on n'en parle plus. Et là, c'est aussi ce qui me dérange un peu dans The Bad Batch, c'est qu'on avait quitté la série qui avait évolué au fil du temps vers des thèmes beaucoup plus sombres, beaucoup plus durs, beaucoup plus adultes finalement. Et là, on retombe sur un ton beaucoup plus enfantin, où pardon, mais des forces spéciales dont les plans d'action sont gérés par une gamine de 8 ans, ça me gonfle. J'y crois déjà pas. Elle a 8 ans maintenant. Tout à l'heure, t'avais dit 10 ? C'est ça. Ouais, elle a 10 ans. Déjà que tu me fais ça en film, la bobine, je vais la chercher directement dans la cabine de projection et je la brûle. mais là, ça me gave. C'est du n'importe quoi, c'est trop enfantin. Et c'est pour ça, là, je rejoins ton avis, Francis. L'animation, c'est pour les gamins, ou c'est orienté gamin. Et c'est ça qui me déplaît, qui me saoule. Alors, il va falloir qu'on transforme nos émissions récap de Bad Batch et qu'à la place de nos trombines, on mette celle de nos enfants. Oui, on va faire un jeunesse là-dessus. Hein. Un Star Wars en direct jeunesse. Et si, tu mettras Maki, toi, Sylvain. C'est ça. Tu lui montres la série. Donc, pour conclure, moi, je vais dire quand même vraiment
Philonine m'a Comme pas dans les déçu. James Bond. C'est Blofeld. Sylvain Blofeld. Alors ceux qui n'ont pas les images vont rien comprendre, mais donc Philonine m'a jamais déçu, hormis les fois de petites retcons qui m'agacent fortement. Mais donc je lui laisse vraiment le bénéfice du doute et sur une hypothétique construction sur une saison ultérieure. D'accord. Alors moi, éventuellement, j'attends un cliffhanger de fou dès l'épisode 14. Et ça monte dans le 15, dans le 16, et ça finit en apothéose. Et on apprend que Omega va coucher avec Dark Vador. Voilà, moi c'est... Oh, Y a pas ça, c'est j'arrête. dégueulasse. Non, c'est pas. Bon, il a l'habitude de draguer des plus jeunes, enfin, pas de même âge, on va dire. Justement. Non, plus vieille, mais je veux dire pas du même âge. Des écarts d'âge importants. Ah, c'est Voilà, dégueulasse. j'attends un truc sensationnel. Et on verra bien. Mais c'est toujours un plaisir d'enregistrer les émissions quand même, hein, malgré le contenu de la série. Peu importe, moi je parlerai de n'importe quoi avec vous. Oh, c'est gentil. D'ailleurs, si vous voulez des avis cyniques et négatifs, j'ai détesté la lumière des Jedi. C'est quand vous voulez pour faire la VF avec moi. Alors, justement, si tu veux enchaîner et sur la conclusion, on va peut-être en reparler. Voilà, alors les émissions à venir, messieurs, quelles sont-elles ? Alors, la plus récente émission qui va bientôt arriver sera consacrée, donc, contrairement à ce que j'avais dit au début de cette émission, donc au volume 1 de la série Star Wars. Donc du renouveau de la série Star Wars, donc après les événements de l'Empire contre-attaque, voilà, donc c'est celle-ci qui va arriver. Nous aurons évidemment, bien sûr, une émission consacrée prochainement aussi à Bad Batch avec les 3 derniers épisodes, les 14 à 16, où Aude pourra enfin nous faire sa déclaration d'amour à Bad Batch, et nous reviendrons sur un petit bilan aussi de la série, soit dans cette émission, soit dans une émission dédiée, si le contenu s'y prête d'ici là. Et puis, donc, tu parlais de la lumière des Jedi. On va, d'ici la fin de l'été ou à la rentrée, prévoir une émission live avec une récapitulatif en fait des différents volumes édités chez Pocket. Pour la simple et bonne raison, donc, que vous le savez, les sorties littérature sont chroniquées en VO. Maintenant, on a des demandes de nos auditeurs aussi qui aimeraient bien nous entendre. Peut-être un peu moins sporadiquement que dans nos WhatsApp sur ceux qui ont pu lire des livres, des œuvres de littérature Star Wars. Donc on va revenir sur... donc ce ne seront pas des émissions individuelles à chaque fois sur un roman, on va faire une émission un peu récap. Donc là, je ne sais pas si on va... pour l'instant, le programme n'est pas fait, je ne sais pas si on va faire tous les romans depuis le début de l'année, parce que ça va peut-être nous amener sur une très grosse émission et ça sera peut-être pas opportun. On va peut-être se concentrer sur les 3 dernières ou sur les 3 principales. Mais après, nous aurons des émissions régulières, peut-être par trimestre, peut-être par semestre, où nous allons revenir sur les différentes sorties Pocket. Donc en VF, vous pourrez écouter les avis des équipes françaises, même des équipes québécoises qui auraient envie d'y revenir, parce que parfois, on lit un livre et puis après deux autres livres ou une série, on a les points de vue qui peuvent évoluer également. Et ce sera une émission donc en direct, comme je l'ai dit. Donc vous, auditeurs, vous pourrez intervenir dans le chat, nous donner vos avis, nous faire réagir, nous lancer sur des pistes pour que cette émission soit le plus interactive possible et la plus agréable et la moins redite par rapport aux émissions chroniques dans le détail, spoiler et non spoiler, du livre, avec chacun des aspects, comme vous le font très bien les équipes québécoises. Voilà pour les émissions à venir. Eh bien, très bien. Il y a de quoi faire. Là, il y a peut-être des gens qui vont être en vacances, qui vont être moins disponibles. On est déjà fin juillet. Donc là, vous avez déjà enregistré quelque chose qui va arriver bientôt, mais après, ça sera plutôt pour la rentrée, j'imagine. Tout ça. Le récap Bad Batch, je pense qu'on va arriver fin août. Et puis, cette émission de littérature, soit fin août, soit à la rentrée. Peut-être à la rentrée pour avoir... le maximum de personnes justement disponibles en live, parce que c'est ça l'intérêt. Ouais, voilà. Refaire une émission à 4, 5, 6 sur des œuvres qui ont déjà été chroniquées, ça n'a aucun sens. Par contre, faire participer les auditeurs, ça c'est très très intéressant. Voilà, des auditeurs tout bronzés, abreuvés de Mojito, qui auront dévoré ces volumes au bord de la plage. Pendant leurs souvent, vacances. on profite des vacances pour lire. Voilà, peut-être. Absolument.
Tout à fait. Bah, du coup, on peut se souhaiter un bel été à vous les garçons et aux auditeurs et auditrices. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Bonne soirée à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés pour ce podcast rempli d'émotions sur The Bad Batch. Et que la force soit avec vous. Bisous. Ciao. Allez.